Bonjour mes élèves. Alors, après avoir étudié la transmission de deux couples d'allèles de caractères K de deux gènes indépendants, on va aborder aujourd'hui l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires, le cas de deux gènes qui sont liés. Alors, le plan de la séance est le suivant. La transmission de deux caractères héréditaires ou deux couples d'allèles, cas de deux gènes liés. Alors, on va présenter le cas de dominance absolue pour les deux gènes. Les expériences qu'on va analyser, ce sont les expériences d'hybridisme qui sont menées par Thomas Morgan chez la drosophile. Alors, toujours lorsque vous étudiez la transmission de deux caractères héréditaires, c'est-à-dire deux couples d'allèles, toujours deux hypothèses qui peuvent être envisagées. La première hypothèse, est-ce que les deux gènes sont indépendants? La deuxième hypothèse, est-ce que les deux gènes sont liés? Alors, comment déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants? Pour déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants, pour répondre à cette question, bien sûr, et déterminer le mode de transmission de deux caractères, on propose d'étudier et exploiter les résultats expérimentaux des croisements qui ont été réalisés par le chercheur Thomas Morgan chez une mouche qui est la drosophile. Alors, la première expérience d'hybridation qui a été réalisée par Morgan, c'est le croisement entre des lignées parentales. Morgan croise deux lignées pures de drosophile, une femelle sauvage qui a les caractères sauvages, à elle langue et yeux qui sont rouges, que l'on croise avec un mâle mutant qui a des ailes qui sont très courts, c'est vestigial, et qui a des yeux qui sont de couleur pourpre. Alors, en première génération, comme vous voyez ici, première génération, tous les individus de la première génération ont le même phénotype, c'est-à-dire qu'ils ont des yeux qui sont rouges et des ailes qui sont longues. Alors, le croisement inverse, c'est-à-dire il produit le même résultat, c'est-à-dire vous prenez un mâle qui a les ailes longues et les yeux rouges, que l'on croise avec une femelle mutante à ailes vestigiales et yeux pourpres. Alors, quelles sont les conclusions que Morgan a tirées du premier croisement? Les conclusions sont les suivantes. Donc, il s'agit d'un cas d'hybridisme puisqu'on étudie la transmission de deux caractères héréditaires, c'est-à-dire deux couples d'allèles. Deuxièmement, la génération F1 est homogène, vérification de la première loi de Mendel, et puisque le croisement et le croisement inverse donnent les mêmes résultats, on déduit que les deux gènes étudiés sont des gènes qui sont non liés au sexe, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des chromosomes non sexuels, dites autosomes. La troisième conclusion, il s'agit ici d'un cas de dominance complète ou bien absolue pour les deux gènes, c'est-à-dire pour la forme des ailes, vous avez l'allèle VG+, qui est responsable des ailes longues, il domine l'allèle symbolisé par VG, qui est responsable des ailes vestigiales, et on a symbolisé pour la couleur des yeux, le N+, il code pour la couleur rouge des yeux, et l'allèle petit n est responsable de la couleur pourpre des yeux. Donc, comme vous voyez là, il s'agit d'un cas de dominance absolue pour les deux gènes. Alors, pour vérifier, bien sûr, si les deux gènes sont liés ou sont indépendants, on a recours à faire un test cross, ou bien on peut l'appeler aussi un backcross, c'est-à-dire le test cross consiste à croiser un hybride de la génération F1 avec un parent de race pure.
ici, on a pris une femelle F de la génération F1 qui a des ailes longues et des yeux qui sont rouges, que l'on croise avec un mâle à ailes vestigiales et yeux pourpres, c'est-à-dire un mâle qui est double récessif, c'est-à-dire il porte les deux caractères qui sont récessifs. Alors ici, vous voyez ici, c'est la femelle qui est hybride. Donc, parce que dans le deuxième croisement test, on va inverser ce croisement test, c'est-à-dire on va prendre en F1 le mâle qui est le mâle de la génération F1 et on va prendre bien sûr la femelle de race pure. Alors ce croisement que vous voyez ici dans ce schéma, il a produit quatre phénotypes qui sont différents. Le premier phénotype avec des proportions bien sûr que vous voyez là, ici ce sont des phénotypes qui sont parentaux, 41,5% des mouches qui ont des ailes longues et yeux rouges. Donc ici, le premier test cross consiste à réaliser un croisement entre une femelle hybride de la génération F1 qui a des ailes longues et des yeux rouges avec un parent de race pure double récessif qui a des yeux pourpres et des ailes vestigiales. Ce croisement a produit une génération F'2 qui est une génération constituée de quatre phénotypes différents comme vous voyez là. On a 41,5% des mouches qui ont des ailes longues et des yeux rouges, donc c'est un phénotype parental. On a 41,5% des mouches qui ont des ailes vestigiales et yeux pourpres, c'est aussi un phénotype parental. Et on a 8,5% des mouches qui ont des ailes vestigiales et des yeux rouges, donc c'est un phénotype qui est recombiné. Et enfin, on a 8,5% des mouches qui ont des ailes longues et des yeux pourpres. C'est aussi un phénotype, un nouveau phénotype, c'est un phénotype qui est recombiné. Donc en total, la génération F'2 est constituée de 83% de phénotypes parentaux, c'est-à-dire 41,5 plus 41,5, et on a ici 17%, c'est la somme des phénotypes qui sont recombinés. Donc, comme vous voyez là, vous avez une grande proportion de phénotypes qui sont parentaux, et en proportion faible, on a les phénotypes qui sont recombinés. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce croisement test entre une femelle hybride et un parent double récessif? Alors, ces conclusions sont les suivantes. Alors, vous avez là le résultat expérimental de la génération F'2. Il y a donc quelques individus recombinants, c'est 17%, et vous avez une majorité qui est parentale, c'est 83%. Au lieu de 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés, bien sûr, vous vous souvenez que dans le cas de deux gènes indépendants, lorsqu'on a réalisé un test cross, alors on a obtenu en génération F'2, 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés. Ce sont les proportions obtenues dans le cas de deux gènes indépendants. Alors, si vous faites une comparaison, vous voyez là que les résultats de cette génération diffèrent des proportions de la génération F'2 lorsque les deux gènes sont indépendants. En conséquence, la présence dans la génération F'2 des individus à phénotype recombiné est due bien sûr au brassage intrachromosomique qui produit des proportions inégales de gamètes. En conséquence, on peut conclure que les deux gènes étudiés n'ont pas suivi la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Alors, après le premier test cross, on va réaliser le deuxième test cross, la troisième expérience de Morgan. Dans ce cas, la drosophile, l'hybride, il a pris un mâle à ailes longues et yeux rouges, qu'il a croisé avec une femelle qui a
qui est de race pure, double récessif. Alors, si vous voyez là, le schéma ci-contre montre les résultats obtenus. On obtient 50% de drosone. Alors, quelles sont les conclusions tirées des résultats du deuxième test cross? Alors, la présence dans la génération F'2 des individus à phénotypes parentaux uniquement, il y a absence des phénotypes qui sont recombinés. Cela est dû à l'absence du brassage intrachromosomique au cours de la méiose chez le mâle hybride. En conséquence, on peut conclure que les deux gènes étudiés n'ont pas suivi la loi de la ségrégation indépendante de Mendel. Ils sont donc liés. La liaison est dite absolue. Interprétation. Passe à l'interprétation chromosomique des trois croisements. Le premier croisement entre les parents de race pure. Deuxième croisement, c'est le croisement test. Et on a un troisième croisement qui est aussi un croisement test. Alors, pour l'interprétation chromosomique du premier croisement, on a là les parents de race pure, une souche sauvage à ailes longues et yeux rouges, que l'on croise avec une souche mutée à ailes vestigiales et yeux pourpres. Alors, on note le phénotype par VG plus N+, et on note le phénotype de l'autre parent par VGN. Alors, puisque les deux gènes sont liés et les parents sont de lignée pure, ils sont donc homozygotes pour les deux caractères, on écrit VG plus N+, sur VG plus N+. L'autre parent, c'est VGN, VGN. Les deux gènes sont liés sur la même paire de chromosomes. Alors, la méiose, pour le premier parent de souche sauvage, il a produit un type de gamètes, c'est-à-dire 100% des gamètes qui ont VG plus N+. Et l'autre parent a produit aussi 100% de gamètes qui contiennent les allèles VGN et qui sont aussi liés sur le même chromosome. La fécondation, l'union des deux gamètes produit les individus de la génération F1 qui vont hériter les allèles VG plus N+ de P1 et VGN de P2. On obtient donc un hybride, un hétérozygote pour les deux gènes. Donc, dans le génotype est le suivant, VG plus N+ sur VGN, qui code pour le phénotype VG plus N+. Donc, 100% des individus de la génération F1, ils ont des ailes qui sont longues et des yeux qui sont rouges. Alors, pour le premier croisement test entre la femelle de la génération F1 et un parent double récessif, un mâle double récessif, le parent, on sait déjà qu'il produit un seul type de gamètes, c'est VGN. Donc, l'autre parent, c'est-à-dire F1, c'est le parent testé, et ici, c'est le parent testeur. Le parent testé, c'est le F1. Alors, puisque vous avez là, on prend les mêmes proportions qui sont expérimentales, ce sont les mêmes proportions qui sont normalement qui sont théoriques. Alors, ici, vous avez les 4 types de gamètes qui sont produites par l'hybride, la femelle hybride de F1. Elle produit VG plus N+, avec une proportion de 41,5%, sont les mêmes proportions expérimentales. VGN, 41,5%. Ça, ce sont des gamètes parentaux. Et vous avez les gamètes recombinés qui sont formés grâce au brassage intrachromosomique ou bien le crossing-over qu'on va illustrer ultérieurement. Alors, ici, ce sont les résultats du test. Alors, vous avez là VG plus N+, c'est-à-dire L longue, yeux rouges, 41,5. VGN, L vestigiales, yeux pourpres, 41,5. Donc, ce sont des phénotypes parentaux avec des proportions
élevé, 83%, et vous avez des phénotypes recombinés avec des proportions faibles de 17%. Alors, pour illustrer la formation des gamètes chez la femelle hybride de la génération F1, donc on présente ce schéma. Vous avez là les chromosomes homologues après leur dédoublement. Alors, le premier chromosome de l'hybride, bien sûr, il contient les allèles VG plus N plus l'autre VGN. Alors, au cours de la prophase 1, il y a appareillement des chromosomes homologues et enjambement entre les chromosomes, c'est-à-dire vous avez la formation d'un chiasma. Alors, au niveau de ce point de suture, il va y avoir un échange de fragments entre un fragment maternel avec un fragment paternel entre les chromatides non sœurs. Alors là, vous voyez l'allèle N qui passe de l'autre côté et N plus qui passe de l'autre côté. Après le brassage intrachromosique, après ce crossing over qui a eu lieu pendant la prophase 1, alors on obtient à la fin de la méiose, ce sont les types de gamètes. Donc vous avez 41,5% de gamètes qui contient les allèles VG plus N plus. L'autre chromatide apporte les allèles VG plus N avec une proportion 8,1, c'est recombiné. L'autre gamète recombiné contient les allèles VGN plus avec la même proportion que l'autre. Et enfin, on a un gamète parental qui est VGN avec des proportions de 41,5%. Donc en conclusion, ce brassage intrachromosomique a produit à la fin de la méiose deux types de gamètes qui sont parentaux et deux types recombinés. Les recombinés sont les résultats du crossing over. Alors l'interprétation chromosomique du deuxième test cross. Alors on a ici le mâle hybride et la femelle double récessif. Alors l'échiquier de croisement est le suivant. L'hybride produit deux types de gamètes avec les mêmes proportions, puisque les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'il y a eu une méiose, mais sans brassage, sans crossing over. Alors, il produit uniquement des gamètes qui sont parentaux. L'autre parent produit alors 100% de gamètes VGN. Le résultat de cette fécondation produit, d'accord, des phénotypes qui sont parentaux, uniquement parentaux, absence de phénotypes recombinés. Vous avez là les VG plus N plus 50% et les VGN 50%, donc 100% de phénotypes parentaux. Alors, l'interprétation chromosomique de la formation des gamètes chez le mâle hybride de la drosophile, donc c'est une méiose où il y a absence de brassage intrachromosomique, c'est-à-dire absence de crossing over. Alors, il y a séparation après l'appareillement, il y a séparation des chromosomes homologues. En fin de la méiose, on obtient uniquement des gamètes qui sont parentaux à la fin, à la télophase 2, c'est-à-dire la fin de la... Alors, on va voir maintenant comment établir la carte factorielle entre deux gènes qui sont liés. Tout d'abord, une définition de la carte factorielle, dite aussi la carte génétique. Vous voyez là un exemple d'une carte génétique chez la drosophile. C'est une carte génétique partielle du chromosome numéro 2 de la drosophile. Alors la carte génétique ou bien la carte factorielle, c'est la détermination de la position des loci. Les loci, c'est l'ensemble des locus, les positions, les locus des gènes qui sont liés sur le même chromosome. Comme vous voyez là, il y a des gènes sur le chromosome 2 de la drosophile, le gène de la longueur des soies, de la couleur du corps, de la couleur des yeux, des ailes, etc. Alors, pour cela, pour établir une carte factorielle qui positionne les gènes sur les chromosomes, il faut d'abord calculer la distance entre les gènes. C'est-à-dire, il faut calculer cette distance entre les gènes. Alors, comment Morgan a pu déterminer la distance entre les deux gènes qui sont liés? Pour une raison physique, il est plus facile aux gènes de se recombiner lorsqu'ils sont plus distancés l'un de l'autre.
C'est-à-dire que plus la distance qui sépare les deux gènes est grande, plus les enjambements sont faciles et donc plus la fréquence de recombinaison augmente et plus il y a de recombinants. À partir de cette règle, donc la fréquence de recombinaison, il va servir à déterminer, à mesurer la distance génétique entre deux gènes. Alors pour déterminer cette distance, alors il faut d'abord calculer la fréquence de recombinaison en utilisant la formule suivante. C'est le nombre de recombinés, c'est-à-dire de phénotypes recombinés obtenus par le test cross sur le nombre total de descendants que l'on multiplie par 100. Cette valeur qu'on va obtenir, c'est la distance génétique et elle est bien sûr donnée en unités, en centimorgans, bien sûr en hommage au chercheur Morgan. Un centimorgan est approximativement égal à une fréquence de recombinaison de 1%, c'est-à-dire 1% de phénotypes recombinés. Alors, pour établir la carte factorielle, en se basant, on va voir l'exercice qu'on a vu. Alors, en se basant sur le résultat du premier test cross, calculer la distance entre les deux gènes liés, la forme des ailes et la couleur des yeux, et établir la carte factorielle montrant la position des deux gènes. Donc, le premier test cross qu'on a vu, lorsqu'il est, bien sûr, dans ce cas, il y a une liaison partielle, on a obtenu en total 83% de phénotypes parentaux et on a 17% de phénotypes recombinés. Donc le pourcentage, 1% de phénotypes recombinés pour une distance de 1 centimorgan. Donc 17%, 8,1 plus 8,1, 17%, 2% de phénotypes recombinés est égal à une distance de 17 centimorgans. Donc, après avoir calculé la distance en centimorgans, il faut établir une carte qui montre la position des deux gènes qui sont étudiés dans cet exercice. On a étudié, bien sûr, la longueur des ailes et la couleur des yeux. La distance qui sépare les deux gènes est égale à 17 centimorgans, mais pour établir cette carte génétique, il faut d'abord convertir le centimorgan en unité. En général, on prend le centimètre. Après avoir converti, par exemple, si vous prenez par exemple pour un centimorgan, pour un centimètre, un demi-centimorgan, vous aurez 8,5 cm et vous représentez 8,5 cm entre les locus VG plus VG et N plus N. D'accord? Et comme ça, on établit la carte factorielle des deux gènes. Alors, en conclusion, le tableau bilan en cas de deux gènes liés, alors on a les types de croisement qu'on a réalisé, c'est un test cross, F1P double récessif. Alors, le cas qu'on a étudié, c'est le cas de dominance absolue pour les deux gènes. Le résultat, F'2, il est composé. Alors, s'il est composé de 4 phénotypes avec des proportions différentes, phénotypes parentaux élevés et phénotypes recombinés en pourcentage faible, dans ce cas, on déduit que les deux gènes sont liés avec une liaison partielle, c'est-à-dire présence de crossing over. Le deuxième cas, si on obtient deux phénotypes parentaux avec les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux gènes qui sont liés avec une liaison absolue, c'est-à-dire absence de crossing over, absence de brassage intrachromosomique. En conclusion, si on veut déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants, on fait un croisement test. Alors, on a 3 résultats possibles. Si le croisement test produit 4 phénotypes avec les mêmes proportions, on déduit que les deux gènes sont indépendants. Alors, si le test cross produit 4 phénotypes différents, mais avec des proportions différentes, donc on déduit que les deux gènes sont liés avec une liaison partielle. Si, bien sûr, le test cross produit deux phénotypes parentaux avec les mêmes proportions, on déduit que les deux gènes sont liés. La liaison est totale ou bien absolue. Et merci pour votre attention.